Ça, le c'est aluminium, parabènes, sulfate, silicone. Mais ça veut pas dire que la crème de pharmacie est pas bonne. Des fois, le monde pense qu'on est au Far West. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sarah Bélanger. Bonjour! Oui, qui est nouvellement présente sur les médias sociaux. Peut-être que vous l'avez vu passer sur Instagram ou TikTok. Ouais. T'as déjà quand même acquis une bonne communauté. Quand même, ça fait environ 6 mois que j'ai commencé à publier sous le nom de Miss Derme. Oui, en passant. Sarah Bélanger, Miss Derme. Et tu fais de la vulgarisation scientifique de cosmétiques sur cette plateforme-là. Parce que là, j'aimerais juste qu'on couvre un peu ton background. Ouais. Puis si jamais son visage vous dit quelque chose, c'est parce que Sarah, elle a fait une petite apparition dans Derrière les cosmétiques qui est sortie, je crois, en 2019 sur ma chaîne ou quelque chose comme ça. Ah, 2021. C'était pendant la pandémie. Ah, c'était pendant la pandémie. qu'on avait nos masques. T'as raison, non, c'est vrai, c'était pendant la... Ok, ça fait quand même 4 ans qu'on s'est vu, ça veut dire. Ouais. C'est dans la suite logique de Derrière les cosmétiques, quand même. 100%, je pense qu'on va rester vraiment dans le sujet. En fait, on voulait parler des 10 plus gros mythes des cosmétiques, à notre avis, de commentaires qu'on a, toi comme chimiste, moi comme youtubeuse beauté, des choses que je vois passer sur les médias sociaux, puis on veut juste comme en jaser ensemble. Si vous avez déjà vu Derrière les cosmétiques, je pense que ça va faire un bon refresh parce que ça reste dans cette thématique-là. Puis il y en a à qui j'envoie le lien de mon documentaire, puis je suis sûre qu'ils l'ont pas regardé parce que ça dure 1h30. Ouais, c'est ça. Non, faut quand même être dédié là, quand on commence à écouter ça, mais c'est dans son information, mais c'est ça, je pense qu'on va faire remonter à la surface plusieurs aspects qui ont déjà été abordés dans Derrière les cosmétiques. Ben, juste pour me présenter, dans le fond, je suis chimiste spécialisée en cosmétique, donc c'est la chimie des cosmétiques. Et j'ai aussi fait une maîtrise en sciences pharmaceutiques. Fait que j'ai étudié essentiellement la biologie cutanée de la peau pendant 2 ans à laboratoire. Fait que vous pouviez déjà la suivre sur Instagram et TikTok, mais là, t'ouvres officiellement ta chaîne YouTube. Ouais, en fait, aujourd'hui, on va filmer par après une vidéo pour ma chaîne YouTube. Première vidéo avec Cynthia Dulude. Incroyable. Fait que vous pourrez aller voir ça aussi si jamais ça va être un autre sujet, mais qui reste dans les cosmétiques. Fait que on commence? Oui! Yeah. Premier sujet, premier mythe. Les tests sur les animaux sont encore une pratique courante dans l'industrie cosmétique. Qu'en est-il? Ça, honnêtement, je serais tellement curieuse de savoir le pourcentage de personnes qui pensent que c'est encore une pratique courante parce que veut pas, on voit énormément de logos sans cruauté, pas de tests sur les animaux, c'est une allégation qui est très très présente. Si c'est pas écrit sur un cosmétique, on va assumer que c'est probablement testé sur les animaux. S'ils le disent pas, est-ce que c'est parce qu'ils testent ou c'est juste ils le disent pas parce qu'ils le disent pas? C'est vrai que c'est plus courant comme logo, mais il y a plein de marques auxquelles je peux penser qu'ils l'ont pas. Moi, je veux juste mettre un petit bémol ici que c'est pas parce qu'une marque ne l'a pas qu'ils testent systématiquement. Parce que je sais que c'est avoir un logo de n'importe quelle certification, que ce soit bio, que ce soit non testé sur les animaux, ça coûte des sous, apparemment assez cher. Comme on parle de plusieurs milliers de dollars, puis c'est un processus qui prend du temps. C'est pas en claquant des doigts que tu payes puis t'as ton logo que tu peux coller. Il y a des vérifications qui doivent être faites dans le fond. Fait que c'est pas parce que tu l'as pas que tu testes. Mais je pense que ça pourrait être bon de dire qu'au Canada puis en Europe, j'ai pas les dates par cœur, je sais pas si t'es ça, mais... Moi, les tests sur les animaux, c'est plus une pratique courante dans l'industrie depuis des années déjà, pour des raisons, éthiques évidemment, mais aussi pour des raisons monétaires. Ça coûte cher faire des tests sur les animaux, et des raisons aussi logistiques, c'est juste long à faire puis c'est pas nécessaire. Pourquoi on n'a plus besoin de tester sur les animaux, c'est aussi parce qu'on a déjà beaucoup de données toxicologiques sur les ingrédients primaires qu'on met dans les cosmétiques, fait qu'on sait déjà à quelle dose ça va être toxique par voie orale chez des rats, par exemple. C'est ça depuis 30 ans. C'est ça, ils ont été testés il y a longtemps. Fait qu'en Europe, c'est depuis 2013 officiellement que c'est banni. Puis au Canada, c'est depuis décembre 2023. Et là, ça veut pas dire qu'avant décembre 2023, il y avait plein de tests sur les animaux au Canada. C'est vraiment pas le cas. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de pression de la part de certains groupes. Puis là, ça a été comme officialisé, mais c'était déjà plus une pratique courante depuis vraiment longtemps. Surtout pour les produits finis, là, les rouges à lèvres, les crèmes pour le corps, etc. C'est plus quelque chose qui est testé sur les animaux. En Chine, en 2021, ça a changé parce que ça a toujours été un peu comme le point tournant des tests sur les animaux. Souvent, on entendait dire si la compagnie vend en Chine, ça veut dire qu'elle teste sur les animaux. C'est ce que je disais aussi. C'était la zone grise un peu de comme t'as beau être... en fait, il y a aussi l'histoire de comme si t'es cruelty free mais que t'appartiens à une marque qui l'est pas. Est-ce que si tu vas en Chine, ça veut dire que tu testes systématiquement? Exactement. Là, ça a changé. Mais là, en 2021, dans le fond, puis même avant ça, mais en 2021, vraiment, les cosmétiques généraux, fait que la majorité des cosmétiques, shampoing, crème hydratante, etc., ils requièrent plus que ça soit testé sur les animaux. Puis justement, récemment, je parlais avec le directeur d'une compagnie de cosmétiques québécoise. Je la nommerai pas là, mais je savais même pas qu'il vendait en Chine. Fait que là, j'en ai profité pour lui demander, crème, est-ce que vous avez eu à tester sur les animaux? Puis il me disait pas pantoute. Mais moi, de ma compréhension de ce que j'ai lu sur le sujet, parce que c'est un sujet tellement dense, vous allez voir chaque point, on aurait pu faire une vidéo complète là-dessus. Ça d'ailleurs, j'en profite pour me plugger. Mais je compte faire une investigation plus profonde, vous amener un peu dans mon processus de recherche, puis se questionner sur, au final, les logos, le Leaping Bunny et tout. C'est quoi le fond de la chose? Là?
Qu'est-ce que la compagnie essaye de nous communiquer avec ça? Ouais. Y a-tu vraiment un fond de vérité ou c'est comme... ça. Il y aurait matière à creuser plus, ça, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Mais c'est effectivement super complexe. C'est ça. Des recherches que j'avais fait, en tout cas, moi, c'était comme quoi que c'était seulement s'il y avait un problème avec un produit. Mettons, tout le monde dit ce shampoing-là m'a brûlé la tête. C'est sûr que là, il allait le retirer puis comme investiguer et peut-être faire des tests sur animaux. Mais c'était pas du tout systématique, même si avant 2021, on disait oui, les marques qui sont vendues en Chine sont pas réellement cruelty-free. Je crois pas que c'était systématique de ma compréhension. Je pense pas non plus. C'était plus une exigence avant, mais je pense qu'un peu comme en Europe et au Canada, ça s'est officialisé. En 2021, c'était sûrement une pratique de moins en moins courante pour des raisons éthiques, mais aussi monétaires, comme on disait tantôt. Je sais qu'ils requièrent encore ces tests-là pour comme les crèmes solaires, les teintures, tu sais, des trucs plus spécifiques là, qui sont pas dans les cosmétiques généraux, dans le fond. Aussi, ce qu'il faut penser, c'est que les marques qui ont été souvent le plus décriées pour le test pour les animaux, par exemple L'Oréal, pour pas les nommer, parce qu'ils ont été longtemps associés à ça. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des campagnes dans les années 90 là, par rapport à ça et tout. Mais l'affaire, c'est que des gros joueurs comme ça, on s'entend, c'est eux qui ont le plus d'argent pour faire changer. Tu sais, ils ont le gros bout du bâton pour faire changer les choses. Ils savent que les consommateurs, surtout les jeunes, sont très sensibles à tout ce qui est green et animaux. Ben oui, c'est ça. L'industrie est devenue de plus en plus consciente que c'était un enjeu pour les consommateurs. Puis l'industrie est très rapide pour s'ajuster aux demandes des consommateurs aussi. Là, surtout les grosses compagnies. C'est ça, parce qu'ils veulent pas perdre leur part de marché, que ce soit en Chine ou ailleurs. Donc moi, de ce que j'entends depuis des années, pour avoir accès directement à certaines marques, c'est que c'est des gros joueurs en fait qui essayent de faire changer le vent en Chine depuis longtemps, en faisant justement des prototypes de fausses peaux que tu as fait une fois, puis après c'est fini, t'as pas besoin de payer à chaque fois. Maintenant, on a beaucoup de tests alternatifs aussi pour tester, mettons, l'irritation des yeux, l'irritation de la peau avec justement des modèles de peau in vitro. Donc, on peut maintenant tester d'autres manières ou se fier aux données toxicologiques qu'on a déjà. Il y a différentes manières de comme bypass les tests sur les animaux maintenant. Là, exact. Ça fait pas plaisir à personne. C'est juste, c'est pas systématique, je pense, comme les gens se l'imaginent. Ouais. Fait que la question qui reste, c'est les tests sur les animaux sont bannis depuis 2023 au Canada. Pourtant, on voit encore des allégations non testées sur les animaux. Ouais, ça ajoute un petit poids marketing, mais c'est ça, faut faire attention avec. C'est ça, mais c'est bon d'en être conscient en tant que consommateur. Ouais, exact. Deuxième mythe, les cosmétiques sont plus sécuritaires en Europe qu'en Amérique du Nord parce que eux, ils ont une liste de 1600 ingrédients bannis. C'est quelque chose que moi j'ai souvent entendu dans mes commentaires. Moi aussi. Comme argument, j'ai souvent entendu ça, puis que les gens sont persuadés que oui, l'Europe sont très. Mais c'est vrai qu'ils sont stricts, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'en fait, ils ont un système de réglementation différent. Ils vont souvent avoir un principe de précaution qui est plus strict, justement. Mais ne voulant pas dire que le Canada n'est pas strict, parce que mais c'est sûr. J'ai l'impression que des fois le monde pense qu'on est au Far West, là, en Amérique du Nord, puis qu'il n'y a pas de réglementation vraiment qui encadre les cosmétiques, mais c'est complètement fou. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a aucune réglementation, que c'est comme tu as dit. Ou juste que, tu sais, en fait, cet argument-là, ça va dans la lignée de la méfiance envers les institutions, envers le gouvernement. Puis, genre, je suis pas là pour déterminer si on devrait se méfier ou non des institutions, mais c'est juste. Ça alimente quand même cette idée-là qu'au Canada, Santé Canada fait pas sa job pour protéger les consommateurs. Exactement. Comparativement à l'Europe, mettons. Cette fameuse liste de 1600 ingrédients. Parlons-en. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? À un moment donné, là, j'ai scrollé les 1600 ingrédients à la gang. Moi aussi. Ben, peut-être pas les 1600, j'ai fouillé dedans, pour derrière les cosmétiques, puis je pense qu'on a sûrement trouvé les mêmes ingrédients loufoques dedans. Alors, tout d'abord, il y a des substances radioactives. Ah, moi j'avais vu du gaz d'avion. Chloroforme. Tu sais, dans la liste, il y a plein de trucs qu'à la base, on retrouverait pas vraiment. C'est pas genre, ils l'ont interdit, fait qu'il y a une compagnie qui s'est dit merde, je peux pas mettre mon gaz pour avion à réaction. Non. C'est ça le point, c'est que c'était un argument marketing pour faire peur, je pense, utilisé par certaines marques, tu sais, bon, qui vont dire on se fie à la liste en France, puis blablabla. Mais c'est juste une liste plus exhaustive. Dans le fond, c'est juste ça. Oui, tu sais, comme les deux réglementations de Santé Canada puis de l'Europe, ça diffère parce que c'est des interprétations de la science, mais ça veut pas dire qu'il y en a un nécessairement qui est mieux que l'autre, c'est juste parce que c'est pas parce que Santé Canada n'ont pas mis gaz d'avion dans leur liste que les compagnies québécoises utilisent du gaz d'avion dans leurs cosmétiques. Par ma connaissance, là, tu sais. Ben, tu sais, tous les ingrédients qui sont controversés, là, qu'on voit les allégations 100 ou 0%, aluminium, parabènes, sulfate, silicone, nanana, je pense que je vais écrire une chanson, ben, ils sont encore autorisés aussi en Europe pour la majorité. Fait que dans le fond, les ingrédients qu'on pense qui sont dangereux, mais en fait, ils sont encore autorisés en Europe. Fait au final, on a beaucoup de points en commun aussi dans nos réglementations. Il y a cette histoire de la liste, mais dans les faits,
souvent les lignes directrices vont quand même se ressembler. Là. Oui, c'est vrai, oui. Des fois l'Europe emboîte le pas plus tôt sur un ingrédient que finalement ils sont comme OK, on va baisser le pourcentage autorisé, puis des fois ça arrive après que Santé Canada suive, mais ça veut pas dire que c'est ceux qui sont pas à leur affaire, qui font pas leur job. Puis c'est pas parce que nous on baisse pas le pourcentage maximal autorisé que c'est dangereux. Le pourcentage qui est encore utilisé ici, non, c'est ça. Non, la marge de sécurité est grande, mais ça on va sûrement en reparler dans une autre question. Oui, absolument. Point numéro 3. Le naturel est meilleur que le synthétique, que les gens appellent souvent chimique en passant, pour la peau, la santé et l'environnement. Ça, c'est comme central. Là. Puis c'est pas juste dans l'industrie cosmétique aussi, là, que ça... C'est aussi dans l'industrie alimentaire, mais dans tout. Là. Pour certaines pharmacies versus les trucs bien-être alternatifs naturels. Totalement. Là, il y a déjà eu des pharmaciennes qui m'ont écrit pour me dire « Hey, merci pour ton travail » parce que moi, dans mon quotidien avec les patients, il y a quand même cette méfiance-là, la croyance vraiment que naturel est meilleur que synthétique. Puis, faut dire que ça part pas de nulle part. Les êtres humains, on a quand même un biais de base qui va faire en sorte qu'on va associer la nature à meilleur, plus sécuritaire, plus sain, plus écolo, tout ça. C'est le biais de naturalité dans le fond. Des fois, synthétique est appelé chimique, mais c'est important de rappeler que tout est chimique. Genre, mon plus en rêve, c'est d'avoir des chandails qui écrit tout est chimique. Maintenant que ça c'est dit, parce que là, des fois, il y en a qui s'agacent et qui disent ouais, mais là, tu joues sur les mots. Mais non, ça veut absolument dire ce que ça veut dire. En fait, l'important, c'est ça, c'est vraiment de comprendre que autant ce qu'il y a dans la nature que ce qu'il y a synthétisé en laboratoire, c'est chimique, c'est des atomes, c'est des molécules. Puis on est capable de répliquer des molécules qu'on retrouve dans la nature, genre la vitamine C par exemple, en laboratoire, identiques. Même molécule, notre peau est intelligente, mais pas assez pour déterminer l'origine. Non. Puis elle s'en fout aussi là, que tu viennes d'un labo de la nature, la peau, elle va pas faire de distinction. Puis c'est toi qui me l'avais appris dans Derrière les cosmétiques, tu m'as dit la peau elle l'interprète comme la même molécule, tu sais, chimiquement parlant, si tu regardes, c'est identique. Exactement. Puis la synthèse en laboratoire a souvent plusieurs avantages comparativement à l'extraction naturelle d'un composé. Pour l'environnement, oui. Pour l'environnement notamment, parce que vu pas l'exploitation des ressources naturelles, tu sais, pour extraire, exemple, l'huile essentielle de rose, ça prend tellement de pétales de rose. C'est très énergivore. Oui, il peut y avoir des fois une pression sur la matière. Moi, j'avais entendu dire là, le rétinol avait été remplacé un peu dans les dernières années par le bakuchiol, mais là, ça devenait comme une plante un peu en danger parce que c'est ça, tu fais une pression trop grande sur la nature. Ben, c'est ça. Je dis pas que c'est le cas pour tout, là, tu sais, mais c'est vrai que des fois, c'est du cas par cas, en fait. C'est pour ça qu'on peut pas rendre ça simple, c'est que c'est du cas par cas. Il y a certains ingrédients que la version d'origine naturelle va être peut-être meilleure, puis d'autres, ben, pour l'environnement, là, je parle, ou d'autres que ça va moins consommer de ressources de le faire en laboratoire. Tout à fait. Puis en laboratoire aussi, des fois, on va obtenir une meilleure pureté avec la synthèse, ça, vrai, comparativement à l'extrait naturel qu'il va falloir purifier pour finir par obtenir un des composés, parce que dans un extrait naturel, on va retrouver plein de composés, alors qu'en laboratoire, on peut synthétiser directement la molécule qu'on veut. Fait qu'il y a quand même des avantages économiques, environnementaux, mais tu sais, c'est vraiment du cas par cas, comme tu dis. Là, on peut pas juste dire synthétique est meilleur que naturel. De toute façon, il y a personne qui nous croirait. Genre, on se ferait juste cancel par la population entière. J'adore. Tu sais, je me souviens très bien d'un cours dans mon bac en chimie cosmétique que j'avais reçu d'une experte en réglementation québécoise, puis elle nous avait expliqué que dans le fond, les termes origine naturelle, c'est pas réglementé vraiment, puis mettons-le, une compagnie qui va dire ingrédients à 95% d'origine naturelle. Beaucoup de ces ingrédients peuvent avoir été synthétisés en laboratoire, mais vu qu'ils existent dans la nature, on peut dire qu'ils sont d'origine naturelle. Fait que dans le fond, ils se permettaient l'appellation. Mais c'est vrai qu'il y a un flou autour de ça, puis c'est pour ça qu'on dit d'origine naturelle aussi, parce que si tu dis juste naturel, moi on m'avait dit c'est l'équivalent, mettons tu ramasses de la bouse de vache, ça c'est ton ingrédient naturel, mais on dit d'origine naturelle parce que souvent les ingrédients qu'on prend dans la nature ont quand même subi une transformation chimique quelconque pour être en cosmétique. Exactement. Fait que, tu sais, ces allégations-là avec l'origine naturelle, ça cherche quand même à jouer sur notre biais pro-nature. Fait que, tu sais, faut être conscient de ça encore une fois. C'est un élément clé marketing très fort et que les marques vont toujours avoir tendance à s'enligner vers ça. C'est très tendance en ce moment. Là, mais tu sais, juste le biais de naturalité, pour moi, ça fait longtemps qu'il est démoli dans ma tête depuis que je sais tout ça, juste au sens où le plus grand poison connu de l'homme est de source naturelle. On peut pas utiliser l'argument de parce que c'est naturel, c'est bon, ça marche pas comme ça. C'est la toxine botulique, on pense, si jamais. Puis mon exemple, c'est toujours le botox, tu sais, ça reste un dérivé de ça. Botox botulique, toxine botulique. Tu sais, pourquoi on en injecte puis c'est sécuritaire versus, bon. Tout est dans la dose de l'eau. Peut être dangereuse si on s'y expose d'une certaine façon. Le sel de table a une dose toxique. Tout
Ouais, exactement. Toute molécule a une dose à laquelle elle va être toxique, peu importe son origine. Plus tu payes cher, meilleure est la qualité. Corrélation directe entre prix et qualité. Un autre gros mythe, j'ai envie de dire. Ben, il y a encore beaucoup, je pense, d'acteurs dans le milieu qui continuent de penser que oui. Parce que oui, c'est vrai que ça a l'air qu'il y a une certaine qualité d'ingrédients. Tu pourrais avoir deux ingrédients dans deux marques, puis il y en a un qui l'a pris d'un certain fournisseur, l'autre. Mais. En fait, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent le prix d'un cosmétique. Puis ça sera pas que la formule et le développement. En fait, ça compte pour une assez faible partie du coût au final. Puis c'est assez surprenant. Mais là, on sort notre Bible, en fait, à Cynthia et moi. La Bible, c'est The Science of Beauty de Michelle Wong. La Muffin Beauty. Vraiment notre God. Là, c'est juste, tu sais, je le montrerai un plus gros, mais c'est juste que je trouve que c'est parlant, là, tu sais, de le voir en image. Ben, vous voyez en bas, la plus grosse partie, c'est le retailer markup. Donc, dans le fond. La marge de profit des détaillants et de la compagnie. Ça va compter pour beaucoup. On va aussi avoir la main-d'œuvre, le marketing qui va aussi, si le monde font des collaborations avec des influenceurs. Ouais, exactement. Là. Payer les employés, les gens derrière la marque. La main-d'œuvre, le shipping ici en rose foncé. La petite ligne rouge, c'est la recherche et développement. C'est très petit là dans le coût, le fait. Puis ça, les matériaux justement qui sont là. C'est le coût. Je pense que nous deux, on s'entend pour dire que c'est ça, le prix est pas synonyme toujours de qualité d'un bord ou de l'autre, là, tu sais. Ouais, ça va dépendre. C'est pas une règle générale. Plus ça coûte cher, mieux c'est. Parce que oui, tu pourrais acheter une crème, mettons, chez ton esthéticienne que tu tripes et que tu vois plus de résultats qu'une crème en pharmacie. 100%. Mais ça veut pas dire que la crème de pharmacie est pas bonne. Ça dépend aussi, moi je trouve, beaucoup des attentes des gens, que ce soit envers leur shampoing, tu sais, pour leurs cheveux, pour une crème de corps. Est-ce que tu veux que ça fasse juste hydrater d'acide? Est-ce que t'es pas trop regardante sa texture, sa sensorialité, les odeurs? Parce que ça, c'est quand même un point qui va différencier, tu sais, des marques chères, mettons, comme Guerlain dans le skincare. Il y a vraiment une expérience. Puis l'emballage aussi, là, comme des bijoux, là, tu sais. Fait que la crème, elle coûte 500$, mais le pot a coûté je sais pas combien. La réputation de la marque puis tout ça, mais tu sais moi je suis un bon exemple, j'utilise autant justement le skincare Guerlain que j'adore perso, mais j'ai aussi des crèmes Hydro Boost Neutrogena comme j'utilise de tout. Et souvent je pense qu'il y a peut-être aussi la croyance que les marques qui coûtent pas cher vont utiliser des ingrédients cheap ou même toxiques exactement parce que eux tout ce qui compte c'est de s'enrichir alors que ça coûte moins cher que les marques qui coûtent plus cher, fait que c'est quoi la logique, mais fait que mettons tu sais les shampoings de pharmacie, on va souvent entendre que c'est moins bon, ça on va en parler aussi dans ma vidéo. Mais vu qu'il y a des silicones, des sulfates dans les shampoings de pharmacie, les salons vont toujours recommander d'utiliser des produits qui coûtent plus cher, mais est-ce que nous, c'est vraiment ça notre besoin? Ben moi, je te dirais, j'ai fait le test sur ma chaîne de faire une semaine avec des produits juste de pharmacie, une semaine juste des produits de salon, puis j'ai interviewé des coiffeurs au travers de tout ça, j'ai demandé l'avis de mes abonnés qui étaient vraiment convaincus de préférer les shampoings de salon, puis si c'est le cas, je veux dire, you do you, là, 100%! Continuez d'acheter votre préférence. Aucun jugement. Mais les résultats ont montré que tout le monde trouvait mes cheveux plus beaux la semaine de pharmacie. Mais tu sais, encore là, c'est un sujet infini, là, qu'on va pas s'étendre dessus. Mais tout ça pour dire que c'est un peu la preuve qu'il n'y a pas nécessairement une règle générale que si ça coûte plus cher, ça va être meilleur. Prochain point, les produits dits clean, green ou naturels sont bons pour la planète, ont moins d'impact en tout cas, ou pas d'impact. Encore là, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, il y a une scientifique que j'aime beaucoup suivre qui en parle beaucoup si ça vous intéresse davantage, là, Jen Novakovic, The Eco Well sur les réseaux sociaux. Elle investigue beaucoup cette question-là justement de la durabilité. Dans le fond, là, dans les cosmétiques, c'est tellement compliqué. Là. Toute chose qu'on va consommer, ben, ça compte, là. Ben, c'est ça. On dit le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas. Exactement. Je pense que des fois, les consommateurs, on va un peu s'acheter une conscience en achetant un produit qui est planet friendly. On pense que. Puis, tu sais, en fait, ça se peut que ce produit-là ait peut-être moins d'impact qu'un autre. C'est juste très difficile à démontrer pour les compagnies. Puis le mieux resterait toujours de moins consommer. Exactement. Ou pas consommer. Oui, c'est ça. Puis, on vit vraiment dans une atmosphère de surconsommation. Il y a le greenwashing qui s'ajoute à ça, fait qu'on a l'impression que si on prend le shampoing, ça va avoir moins d'impact, alors que dans les faits, ben, clean, green, c'est pas des termes qui sont réglementés. Souvent, les compagnies ne vont pas appuyer ces claims-là, ces allégations-là par des preuves. Ben là, j'avais sorti des données là, parce que je veux prouver un peu à quel point c'est compliqué là, cette histoire-là. C'est très compliqué. Ben, ça me rassure que tu me dis que même The Eco Well, que je suis aussi, trouve ça compliqué parce que moi, dans l'épisode 2 de Derrière les cosmétiques, j'avais tellement de la misère à trouver des infos et tout. C'était très compliqué de voir, mettons, entre un packaging en plastique ou en verre. C'est exactement de ça que j'allais parler. On a souvent, je pense, tendance à assumer que le plastique va être plus polluant, puis mettons, les emballages en verre, c'est mieux, en aluminium, c'est mieux, mais dans les faits, là, je reprends les mots de Jen Novakovic. Si on arrêtait d'utiliser tout le plastique puis qu'on utilisait à la place des alternatives plus écologiques comme le verre, papier, aluminium, etc., on aurait besoin
en moyenne de 3,6 fois plus de matériaux, 2,2 fois plus d'énergie et une augmentation moyenne d'environ 2,7% des émissions de CO2. Oui, c'est ce que bref, dire. Oui, parce que c'est plus lourd à transporter le verre. Exactement. Puis en fait, c'est que quand on regarde la durabilité d'un emballage, faut considérer pas juste la fin de vie de l'emballage, mais tout son cycle de vie. Fait que de la production jusqu'à la disposition après avoir utilisé le produit. C'est juste super compliqué, puis non, c'est pas un raccourci de dire que quand c'est clean ou green, c'est mieux pour l'environnement. Oui, les produits aussi d'origine naturelle pourraient quand même persister dans l'environnement comme des synthétiques, donc c'est pas noir ou blanc encore une fois. L'année passée, une journaliste, pour la Journée de la Terre, elle m'avait appelée, puis elle voulait savoir c'était quoi les cosmétiques que je conseillais justement qui sont les plus écolos, puis j'ai tellement bugué à répondre à sa question, parce que je disais c'est très compliqué. J'ai dit, tu sais, il y aurait des cosmétiques, mettons, sans emballage, c'est sûr que là t'enlèves le problème du packaging, mais c'est vraiment pas réalisable pour tous les cosmétiques. Non, et encore là, tu sais, il y a pas juste une histoire d'emballage, il y a l'histoire du produit comme tel, d'où les ingrédients proviennent. Est-ce que s'ils sont naturels mais qui viennent du quatre coins du monde, ça a quand même un impact versus une compagnie, je sais pas, au Québec qui réutiliserait des matières qu'on a en trop ici accessibles, tu sais, ou de l'économie circulaire, mettons, avec l'agriculture, des choses comme ça. Puis encore là, si c'est naturel, ben est-ce que c'est bio ou pas, tu sais, c'est infini. Ta réponse au final, c'était-tu genre, ben le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas? On revient un peu à ça. Aïe, ça, je me l'ai fait sortir tellement souvent, là. C'est pas parce qu'un ingrédient est autorisé qu'il est sécuritaire, ce que Yuka et compagnie sous-entendent, finalement. J'ai pas l'app, là, mais j'ai déjà mis pour derrière le cosmétique, puis je me rappelle qu'il y avait certains ingrédients qui allaient être en vert, en jaune, en rouge, fait que, tu sais, eux autres allaient faire leur propre lecture, dans le fond, de certains ingrédients, là, même s'ils sont autorisés. Ben, au final, c'est vrai que c'est un peu ça, la ligne de fond de cet ingrédient-là, comme on parlait un peu tantôt de la méfiance envers les institutions, c'est encore un peu ça, là, c'est dans la lignée de, ben en fait, on peut pas se fier à la réglementation. C'est ça que Yuka promet aux consommateurs, c'est utiliser notre application, vous allez enfin pouvoir naviguer sécuritairement une industrie qui est dangereuse pour vous, qui veut votre mal. C'est ça. Puis qui est opaque aux consommateurs un peu aussi, parce que tu sais, il reste qu'une listing key, toi, comme chimiste, t'as l'habitude de lire ça, monsieur, madame, tout le monde, qu'on ne connaisse pas les termes en latin et compagnie, tu sais, fait que je pense que ça peut être déroutant, tu sais, encore plus que des produits qu'on achète à l'épicerie. Des fois, les listes d'ingrédients sont plus courtes, mais encore là, c'est les mêmes genres de thinking, là, souvent. Ben, d'ailleurs, Yuka a commencé comme une app de bouffe, là, à moins que je me trompe. Tout à fait. Justement, l'industrie alimentaire et cosmétique, il y a quand même beaucoup de parallèles à faire, notamment dans la désinformation. C'est sûr qu'en alimentaire, c'est pas mon expertise, mais est-ce que c'est vrai qu'il y a certains composés que si on en consomme trop, à un moment donné, ça peut être néfaste pour la santé, peut-être, mais dans le cas des cosmétiques, il faut se rappeler que les ingrédients sont présents à des doses sécuritaires, même si on en applique plusieurs, puis ça, on va en reparler tantôt pourquoi. C'est différent, bien sûr, de consommer quelque chose oralement versus l'appliquer sur la peau, ça, je pense que ça joue beaucoup dans la peur des gens. Là. Oui, mais c'est ça, puis le problème avec Yuka, en fait, c'est que, de un, elle ignore un principe de toxicologie fondamental, que le risque est égal au danger fois l'exposition. Dans l'exposition, on a la voie. Est-ce qu'on va le manger? Est-ce qu'on va le mettre sur notre peau? Est-ce qu'on va le respirer? J'adore le Puis la dose aussi. Fait qu'à quelle concentration est-ce qu'on va être exposé de cette substance-là? Ça va déterminer si ça pose un risque pour notre santé ou non. L'application Yuka, toutes les autres applications ne tiennent pas en considération l'ingrédient est à quelle dose dans le cosmétique. Puis ça, c'est une des grosses failles. Puis justement, les informations qui vont être apportées, par exemple, que tel ingrédient est un perturbateur endocrinien, c'est des données qui sont complètement décontextualisées, qui proviennent d'études souvent qui ont été faites sur des animaux. Puis on a besoin de contexte tout le temps pour apporter de la nuance. Si on perd le contexte, c'est là que la panique s'installe. Je sais pas moi qui fais ces apps-là, mais j'ai l'impression que des fois, c'est que dès que par le passé, parce que des fois, ils citent des études d'il y a 20 ans, peut-être qu'il y en aurait plus à jour, mais j'ai l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui a été flagué dans le temps comme oups, peut-être alarmant, ils vont le mettre. Mais si tu mets juste ça, c'est ce qu'on appelle faire du cherry picking, parce que les toxicologues vont considérer l'ensemble des études scientifiques pour prendre une décision par rapport à un pourcentage autorisé d'un ingrédient dans une formule. Puis oui, de temps en temps, ils baissent les niveaux, là, comme ils viennent, je pense, de le faire avec le phénoxyéthanol, mais aussi avec les rétinoïdes. Je pense qu'ils l'ont fait en France. Il y avait eu ça, oui. En Europe, il y a le SCCS, qui est un comité de scientifiques indépendants qui vont faire la révision de toutes les données qu'on a sur les ingrédients, regarder les tests sur des cellules, sur les animaux, à partir de quelle dose est-ce que ça posait problème, quel type de problème, puis là, à partir de ça, ils vont faire des évaluations pour s'assurer qu'on est à des doses sécuritaires. Aux États-Unis, c'est le CIR. Bref, il y a plusieurs comités qui vont guider ensuite les autorités réglementaires pour qu'elles décident à quelle dose est-ce qu'on autorise cet ingrédient-là. Tu sais, les comités scientifiques offrent la transparence. Là, on peut aller voir les rapports d'évaluation. Je les ai lus, je les ai regardés. Je suis pas toxicologue, mais je trouve que c'est quand même détaillé. Puis
Ensuite, ils mettent les références aux études dont tu parles. Reste que je comprends que ça peut inquiéter les gens des fois que les réglementations changent, mais en même temps, c'est signe que la réglementation marche, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là, qu'on voit pas, mais qui travaillent activement à protéger la population. Oui, puis la population incluant eux-mêmes, hein, parce que c'est pas comme les autres, ils utilisent une autre marque qui est clean ou whatever. Ces toxicologues-là aussi, ils ont des familles, ils ont eux autres mêmes, ils prennent des gels douche puis des déos comme tout le monde, des shampoings comme tout le monde, fait qu'ils ont pas intérêt, à faire comme une fausse réglementation. Le problème, c'est que ces applications-là ont vraiment une apparence fiable, scientifique, mais c'est de la pseudo-science. C'est la façon comment ils vont interpréter les études, les données et les rapporter, qui est biaisé en fait, qui est du cherry picking. C'est surtout que à quelle app on se fie. Pourquoi Yuka serait meilleur qu'un autre app? Parce qu'il en existe plein maintenant des apps pour décrypter, mais moi j'avais fait le test justement dans le documentaire, puis pour un même produit, j'avais toujours des notes très différentes d'une app à l'autre. Fait que comment ça peut être scientifique, qu'on ait toujours un résultat, un outcome toujours différent, Oui, tout à fait, absolument. Moi, je recommande, en alternative, je recommande souvent le site cosmeticsinfo.org. Fantastique, on le connaît par cœur. On va poursuivre sur la même lancée, encore un petit peu de science, on lâche pas. Je sais que c'est dense et plate pour les gens comme sujet, mais c'est tellement important. Pour faire suite, qu'est-ce qu'on fait ça fait quand on met plusieurs produits qui auraient le même ingrédient problématique, exemple le phénoxyéthanol, ben là, il n'y a pas un effet cumulatif qui se crée à ce moment-là qui va faire qu'on dépasse le seuil de sécurité autorisé par les toxicologues. L'effet cocktail, c'est quelque chose qui revient souvent comme argument quand je parle du fait que les ingrédients sont présents à des doses sécuritaires. J'ai l'impression que des fois, c'est dit un peu en mode genre « aha, genre je t'ai pris la main dans le sac, ton argument ne tient plus ». Et dans le fond, non, désolé, parce que les toxicologues prévoient une très large marge de sécurité, minimalement de 100 fois, pour justement créer une marge de sécurité pour que même si on utilise plusieurs produits qui contiennent le même ingrédient, on va quand même rester en dessous d'une dose qui pourrait commencer à être problématique pour la santé. Les toxicologues, dans le fond, sont déjà au courant qu'on utilise plusieurs produits. Eux autres aussi utilisent plusieurs produits. On dirait quand je reçois cet argument-là, je me dis, mais le monde pense que les toxicologues sont niaiseux, genre. Mais juste pour illustrer un peu la marge là, quand on parle, parce que tu as dit 100 fois, tu vois ici, il y a un exemple dans notre Bible. Ça, c'est pour le propylparabène, OK? Ça, c'est la marge jusqu'à 100% ici. C'est très petit, mais la ligne jaune, c'est comme le propylparabène, mettons, qui est autorisé à 1% de concentration. Et la mini-ligne brune qu'on voit même pas, là, il a fallu qu'ils zooment. La petite ligne brune, dans le fond, c'est la ligne qui représente, si on utilisait 17 produits qui contiennent du propylparabène, on atteindrait quelle concentration maximale? C'est la réelle exposition, dans le fond. C'est que le 1% dans ta formule, c'est le pot au complet, mettons, de crème, mais ta réelle exposition, quand tu la mets à chaque jour, même si tu mets 17 produits, c'est la petite ligne ici. C'est 0,008%. Fait qu'on est très en deçà des limites. La marge de sécurité, c'est ça, est juste infiniment plus grande que ce que les gens imaginent. C'est pas comme on est à un cheveu près de déborder en utilisant plein de produits. Si tu utilises 2 fois ton shampoing, là non, là t'es foutu. Notre peau, c'est quand même une bonne barrière. Là. Ça veut pas dire qu'elle va rien absorber, mais c'est quand même difficile en fait de faire pénétrer des ingrédients dans la peau. C'est ça. Puis si jamais il y en a qui se rendent dans la circulation sanguine, notre corps est très bon pour éliminer aussi. C'est pas parce qu'ils se rendent directement à la circulation sanguine qu'on va mourir. C'est ça. Je pense qu'il y a encore là beaucoup de nuances à apporter. Là, mais quand je cherchais pour derrière les cosmétiques, j'étais tombée sur plein d'exemples comme ça de différents ingrédients qui sont un peu démonisés, mais qu'en réalité, quelqu'un calculait la quantité que ça prenait pour que ça devienne peut-être dangereux. C'est même pas nécessairement dangereux, genre tu meurs. Non, c'est peut-être des problèmes de santé. Puis c'est des quantités absurdes là, que faudrait que tu manges en fait par exemple pour atteindre ce niveau-là qui peut être dangereux. C'est même pas en s'appliquant parce que comme on a dit, la majorité des ingrédients cosmétiques restent à la surface de la peau. Ils sont faits pour aller là. Dernier mythe. Je peux pas lire ça. Ça me fait mal au cœur. La crème solaire donne le cancer. Pas le soleil. Et tout autre type de mythe, comme quoi l'industrie se fout de notre bien-être, qui veut juste faire de l'argent, qui nous empoisonne volontairement. C'est ça. C'est le genre de commentaires qu'on reçoit semaine après semaine sur TikTok, là, surtout toi vu que t'es directement dans ce sujet-là. Mais il y a comme des fois chez certaines personnes ce thinking-là de, on va dire Big Pharma, là, qui veut le mal des gens puis tout ça. Puis bon, c'est sûr que ça s'apparente à des pensées un peu de type complotisme. Là. On n'aime pas ça dire ce mot-là parce qu'on dirait que le monde se braque. Mais c'est que des fois, quand tu as certaines croyances comme ça, qu'il y a le bien, il y a le mal, qu'il n'y a pas de nuance, tu peux appliquer ça à beaucoup de choses dans la vie, alors que c'est cette vision-là de il y a des gros méchants, il y a nous les moutons qui sont pas trop conscients, puis il y a les personnes qui sont conscientes de ça, puis qui ont catché, qui crient haut et fort qu'on se fait empoisonner. C'est une vision très séparée, et ça, c'est une caractéristique des théories du complot. Mais exactement. Il y a énormément de nuances là-dedans, mais tout ça pour dire que c'est quand même fou, en fait, de voir qu'on
qu'on s'est rendu jusque-là, jusqu'au point où il y a des gens qui remettent en question si le soleil donne bel et bien le cancer ou non. C'est comme... Pour moi, c'est comme la preuve maximale que c'est là qu'on est rendu avec la désinformation. Oui, mais pour toi, j'imagine c'est un gros acquis. Moi, je sais plus, c'est pas toi qui m'avais dit ça, peut-être un autre chimiste, mais comme quoi que c'était genre une des premières choses que vous apprenez à l'école, le vieillissement, en fait, des UV sur des cellules, l'impact que ça a, là, tu sais, que ça soit le cancer, mais même aussi au niveau esthétique de la peau, là, tout ça est prouvé, ça fait... C'est prouvé, c'est reconnu par l'OMS que les rayons UV sont cancérogènes, certains la plus haute classe. Fait que tu sais, qu'on se met à remettre ça en question, puis toute cette théorie-là du complot que on a essayé d'empêcher le monde de bénéficier des bienfaits du soleil en leur disant qu'il est dangereux, puis en leur disant de mettre de la crème solaire, mais tout est dans l'équilibre, là, tu sais, c'est vrai qu'une petite dose est bénéfique, mais comme on a dit, je pense dans la vidéo, c'est clair et net que c'est une question de dose d'exposition, puis il y a des dangers associés au soleil, mais ça dépend comment on va s'y exposer, puis la crème solaire, on sait, elle a été prouvée par des études menées en Australie, notamment dans les années 90, que ça peut réellement réduire les risques de cancer de la peau. Je pense que c'est peut-être un cancer qui est un peu banalisé aussi, puis on prend ça à la légère, puis c'est traite parce que ça va se manifester des années et des années après les dommages qui ont été causés à la peau, mais ce mythe-là que la crème solaire donne le cancer est parti des études qui ont observé une corrélation entre le monde qui utilise la crème solaire puis le nombre de cas de cancer. Fait que le monde qui utilisait plus de crème solaire avait plus de cancer. Fait que là, on s'est dit, ah ben c'est clairement la faute de la crème solaire. Mais... Parce qu'avant, il y avait moins de cancer de la peau, puis pourtant là, on se protège plus aujourd'hui. Fait que c'est ça l'association qui a été faite. Il y a tellement d'arguments là. Nos ancêtres n'utilisaient pas de crème solaire. Là, les cas de cancer sont en hausse. Fait que, mais après, on oublie de mentionner le fait qu'on s'expose beaucoup plus au soleil qu'avant, la population est vieillissante, on va en voyage, tout à fait. Puis aussi, la crème solaire, souvent, va être prise comme une permission pour s'exposer au soleil plus longtemps, mais on n'en applique pas suffisamment. Fait qu'on finit par être plus exposé au soleil que des personnes peut-être qui ne mettront pas de crème solaire mais qui iront pas au soleil. Fait. Ben c'est vrai. En tout cas, fait que oui, c'est un gros mythe à déconstruire, puis je sais que je vais avoir à l'adresser à chaque été là. Oui, puis la crème solaire donne pas non plus le cancer en passant. Non, exactement. C'est ça. C'est une affaire tellement, tu sais, justement, un peu plus médicale que tout le monde utilise, qu'on veut même mettre sur des enfants, bon, pas des bébés là, mais des enfants. Fait que c'est très surveillé à cause de ça. Tout à fait. Puis au Canada, les filtres solaires sont réglementés comme des médicaments. Fait que c'est encore plus scrutinisé que les cosmétiques. C'est ça. Fait que dès que vous entendez des affaires sur certains filtres qui sont décriés et tout, c'est encore souvent une affaire de dose, là, justement, c'est le benzène qu'on ben il y avait des traces de benzène dans certaines crèmes solaires, mais la plus grande source d'exposition, c'est quand on met du gaz dans la voiture. Qu'on respire. Genre, tellement plus en termes d'exposition. Exact. Fait que juste pour mettre en perspective. Toujours embêtant, là. Souvent, les scandales auront pas la mise en contexte ni la nuance nécessaire pour voir clair là-dedans. Mais je pense vraiment que cette croyance-là fondamentale que l'industrie nous veut du mal, ça tient pas vraiment à la route aussi, parce que comme tu disais, ça serait pas logique financièrement. Une compagnie par défaut, là, que ce soit avec ta compagnie tu sais, avec des petits produits naturels, bio, tout ça, que ce soit une plus grosse compagnie, tu sais, le but, là, si on regarde la définition d'une compagnie, c'est de faire de l'argent. Mais même pour les plus petites compagnies aussi, tu sais, au sens comme c'est pas parce que t'es une marque clean que tu veux pas faire d'argent, là, tu sais. Ça, c'est tellement vrai. Cette logique-là que l'argent mène le monde, ça va souvent être appliqué aux gros joueurs ou Big Pharma, etc. Mais les petites compagnies, elles vont comme être vues comme si c'était elles qui venaient nous sauver de cette grosse problématique-là. Puis souvent, ils vont capitaliser aussi sur cette peur-là en nous faisant croire que oui, ils viennent effectivement nous sauver. On a éliminé 1600 ingrédients bannis en Europe, etc. Alors que dans les faits... C'est juste que toute compagnie n'a pas intérêt, je pense. Ça, c'est mon avis. Vous pouvez penser différemment, bien sûr, mais mon avis, c'est que les compagnies n'ont pas intérêt à tuer leurs consommateurs, sinon ils reviendront pas. C'est pas le meilleur modèle financier, là, Non. Et je serais morte il y a bien longtemps, car je me considère sûrement dans le top 3 des gens qui testent le plus de produits cosmétiques au Québec. Littéralement, t'es la preuve vivante, genre... Non, mais pour vrai, il y a du monde qui, sans blague, là, qui avait peur pour moi. Là. Moi, j'ai déjà reçu des commentaires de mon Dieu, tu testes tellement de produits, des produits chimiques, donc tu sais, t'as pas peur, non. Mais c'est pour ça que j'ai fait derrière les cosmétiques. Fait que vous irez le voir si jamais vous avez aimé ça comme discussion. Et puis vous vous ferez une tête sur le sujet. Nous, on dit ça, c'est suite à de nombreuses recherches, expériences, tout ça, mais ça reste que vous avez le droit de pas être en accord. Puis on va être ouverte à en discuter avec vous dans les commentaires. Mais je pense aussi que c'est cool de rappeler que toi et moi, on est quand même indépendantes de l'industrie cosmétique. Fait que c'est ça qui est cool. On n'est pas là à dire quelque chose pour faire l'affaire de quelqu'un pendant tout. J'ai pas ma marque à moi à pousser. Oui, il y a des marques
qui me payent pour faire la promotion de certains cosmétiques, mais c'est autant des marques justement du bord synthétique que du bord naturel. Oui, j'aurais tout intérêt même à faire plus de partenariats avec des marques clean parce que c'est ce qui pogne en ce moment, c'est vraiment ce qui est mis en avant depuis plusieurs années. Fait que j'ai pas d'intérêt à, tu comprends? Ben tout à fait, là, moi si je voulais faire un grand succès énorme sur les réseaux sociaux, je serais la chimiste qui se positionne puis qui dit faites attention aux produits chimiques qui sont pas bons pour vous. Imagine à quel point ça pognerait, mais non, je suis pas là à faire ça, puis je suis pas payée par l'industrie chimique pour autant. Oui, ce que je vois des fois que les gens t'accusent, bien sûr, on ramène ça à Big Pharma. Mais tu sais, j'ai vu un reel la semaine passée qui disait ok, oui, vous dites Big Pharma à cause que c'est le motif de l'argent. C'est Big Wellness. Big Wellness, par contre. Fait genre 3-4 fois plus d'argent, mais pourtant on a tendance à penser que. Faut juste mettre ça en perspective, c'est tout. Comme je dis, tout le monde peut vouloir faire de l'argent, que ce soit wellness ou que ce soit Big Pharma. C'est de la nuance, c'est juste ça qu'on veut dire. C'est cool d'être conscient de nos billets, des trucs qu'on peut croire qui sont vrais, qui sont faux. Exact. De rester flexible dans nos croyances. 100%, je pense que c'est important de rester ouvert puis de se dire comme là, c'est ce qu'on dit, non, mais si jamais ça change, ben, on le dit aussi, par souci de transparence, puis parce que nous-mêmes, on est consommatrices. C'est ça l'affaire, là, tu sais, les produits que je parle, je les utilise pour vrai, c'est pas comme, oh, on m'a payé et je fais juste... Non, moi, il y a autant Biking que Lancôme qui peut me payer, autant naturel que synthétique, fait que je suis pas attachée à aucune marque en particulier. Voilà, donc c'était notre déclaration de neutralité. Voilà, c'est important, ben oui, mais ouverte à discuter avec vous, avec respect dans les commentaires si jamais, s'il y a des choses pas assez claires. Puis on mettra toutes les sources de ce qu'on a parlé aussi si vous voulez pousser la recherche en barre d'infos. Fait que merci Sarah. Merci pour ton expertise. Puis si jamais, allez voir la vidéo qu'on fait aussi sur ta chaîne. Je pense que ça va être bien intéressant. Ouais. Bye!